Salut Sophie! Salut Florian! Et bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Et aujourd'hui, la question fatidique à laquelle les scientifiques ont enfin répondu. Qui fait peur le plus aux oiseaux entre les hommes et les femmes? Les hommes vont-ils gagner face aux femmes? Les femmes vont-elles gagner face aux hommes? La réponse dans cet épisode. Comment ça va Sophie? Très bien. Est-ce qu'on fait un jeu télé du coup? Est-ce qu'il nous faut un jingle? C'est vrai. On pourrait effectivement faire ce... Mais c'est, tu sais, ces vieilles télé-réalités des années 2000-2010 là, qui opposaient les deux sexes ou opposaient des gens venus de différentes régions de France ou des trucs comme ça. Enfin, c'était... Ouais. Ça revient d'ailleurs à la mode de notre côté. Ah bon? Voilà. Ok. Ouais, ça revient. Je sais pas si t'as connu les anges de la télé-réalité, Sophie. Oh bah j'en ai entendu parler, mais après non, je regarde pas trop ce genre de choses. Eh bien, sache que c'est revenu à l'antenne. Génial. Pour notre plus grande surprise. Mais bon, pourquoi pas. J'ai pris le train aujourd'hui, il y avait déjà quelqu'un qui regardait l'émission en replay, donc peut-être que... peut-être que ça a son succès finalement. Qui Mais sait? bon, on n'est pas là pour parler des anges de la télé-réalité, Sophie. Je n'y connais rien non plus. Après, c'est des On va anges, il y a parler peut-être des d'oiseaux. ailes quelque part. Si ça se trouve, il y a des oiseaux, qui sait pas. Faudrait peut-être qu'on Les s'y penche. mésanges de la télé-réalité. Ça, ce serait une émission Ça, qui ça nous serait intéresserait. bien. Exactement. Alors Sophie, de quoi tu nous parles? Parce que moi je parle du coup d'hommes et de femmes de bataille, on aura l'occasion d'y revenir peut-être dans la deuxième partie de l'émission, mais toi du coup tu parles de quoi? Moi, je parle de rapaces notamment en Afrique du Sud, et d'une étude assez particulière qui a été faite il y a pas longtemps, sur quelques années quand même, donc on en parlera peut-être en deuxième partie. Ok, et ben je commencerai donc de mon côté, tu piaffes d'impatience de connaître les résultats de cette étude. Exactement. On va commencer la rétro-piou-piou non pas par parler d'hommes ou de femmes, mais de jeunes ornithologues, Sophie. Parce que ils sont en train de prendre le pouvoir au Royaume-Uni. C'est en tout cas ce qui ressort d'une étude menée par la RSPB, donc l'équivalent de la LPO en Angleterre, qui enregistre une augmentation de l'intérêt de l'ornithologie chez les jeunes. Ce sont 750 000 jeunes de 16 à 29 ans qui observent les oiseaux, et c'est une augmentation de 216% chez les millennials et 66% chez la génération X. Donc il y a un regain d'intérêt pour l'ornithologie chez les jeunes. Et puis un autre chiffre intéressant, depuis 2018, le nombre d'ornithologues, toujours au Royaume-Uni, a bondi de 47%, et ça concerne cette fois-ci toutes les générations. Ça c'est super positif. Mais oui, carrément. Espérons que ça se passera aussi de la même manière en France, mais on a eu l'occasion d'en discuter avec Manon Guillain, par exemple, lors d'un précédent épisode, où on constatait effectivement une recrudescence des effectifs jeunes dans l'ornithologie. On espère que ça va se poursuivre. Voilà. Et qui sait, peut-être que vous découvrirez l'ornithologie en écoutant ce podcast. Eh bien, écoutez, bienvenue. Exactement, bienvenue. Et ben moi, de mon côté, on va partir du côté des vautours. Et alors, il y a une étude donc, qui est sortie dans le journal Ibis, je crois que c'est sorti début mars, mais je l'avais pas vu passer. Et cette étude donc explore les raisons derrière la migration, notamment des jeunes vautours de l'année. Vous savez que chez beaucoup d'espèces de vautours, les jeunes, donc âgés de moins d'1 an, les petits de l'année, vont en fait migrer. Alors ils migrent pas très très loin, ils migrent dans l'aire de répartition des vautours, mais ils vont quand même essayer de migrer pour trouver un meilleur endroit où s'installer. Alors les questions derrière cette migration, évidemment, se sont posées, et les chercheurs ont trouvé qu'en fait, c'était pas forcément lié à des facteurs qu'on comprenait très très bien. Visiblement, c'était plus lié à l'aire de répartition initiale de l'animal, c'est-à-dire là où il était né, plutôt qu'à d'autres facteurs environnementaux, tels que la quantité de nourriture ou autre. Donc il semblerait que, en fait, en fonction de l'endroit où est né l'oiseau, il va migrer plus ou moins loin, ce qui, évidemment, aura des conséquences sur sa survie à court terme et à long terme, parce que, une migration, surtout chez un jeune oiseau, c'est jamais anodin, parce qu'il y a plein de dangers qui peuvent s'opérer pendant le trajet, sachant qu'en plus il sait pas exactement où il va, où
où il va atterrir, évidemment, ce n'est pas bien simple. Donc voilà, ils ont regardé donc les raisons derrière cette petite migration et combien de jeunes vautours comme ça décidé de migrer, sachant qu'évidemment tous les jeunes vautours ne migrent pas forcément, certains restent dans des groupes qui sont assez proches de leur groupe d'origine, et donc n'effectuent pas ce type de migration. Voilà. Petite étude en open access d'ailleurs, si ça vous intéresse. Ah, bah super. Oh, que des trucs feel good aujourd'hui. Bon, après, on verra si c'est feel good pour le prochain sujet. Mais moi, je vais parler du Harlebièvre. On va à Varsovie. Ah oui. Donc, c'est un petit palmipède qui se reproduit dans la ville de Varsovie. Et chaque année, il y a une petite effervescence dans la ville parce que c'est un oiseau qui a pour objectif de nicher dans le parc de Lasienki, qui est un gros parc de la ville. Mais la nidification, c'est une chose, amener les petits à la vistule en est une autre, puisque les oiseaux doivent traverser l'intégralité du parc, mais aussi la terrible Czerniakowska Street, qui est en gros une route à 6 voies où il y a un trafic extrêmement important, sans compter évidemment la prédation telle que les goélands et les corbeaux qui sont là et qui se disent que bon, un petit caneton sans défense, ce serait quand même très sympathique à aller prendre. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, il y a une trentaine de bénévoles qui se réunissent chaque année, qui se relaient pour assurer le déplacement des oiseaux en lieu sûr, jusqu'à arrêter la circulation, et ce pendant plusieurs heures. Ah oui. Alors, au début, ça n'a pas été très accepté, évidemment, par les citadins, et puis maintenant, ça fait, je crois, une trentaine d'années donc que ce concept existe, et on a effectivement une grande compréhension de la part des gens qui se font arrêter en espérant que les oiseaux finissent par traverser, puisque comme je l'ai dit, ça peut prendre longtemps. Et puis il y a aussi d'autres choses qui sont mises en place, parce qu'il y a des bénévoles, mais il y a aussi la police locale qui participe au réapatriement des harlebièvres qui traversent donc cette route. Et j'ai trouvé aussi sur les pistes cyclables des passages piétons pour Arles. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment des passages piétons, pour être honnête, mais ça y ressemble fortement. Et tout ça, c'est justement pour faire en sorte que les jeunes Arles et leur maman, atteignent la vistule, où ils vont pouvoir, vivre par la suite leur vie de harlebièvre. Et c'est une opération qui peut prendre pour un seul Arle une journée entière. Et donc c'est assez fantastique. Il y a beaucoup d'articles qui ont relayé cette histoire dans la presse française. Et je me suis dit que ce serait aussi sympa d'en parler dans le courrier de la Stern. Mais exactement, et on leur souhaite une très belle vie à tous ces petits Arles. Et bravo aux gens qui sont bénévoles dans toute cette histoire, évidemment. Ouais, absolument. Une autre très bonne nouvelle de mon côté, si tu veux, c'est un début de bonne nouvelle. Alors, on part du côté de l'Europe, et en Europe, je ne sais pas si tu as suivi l'affaire, mais il y a eu une proposition de loi qui a été posée donc devant la Commission européenne pour interdire les munitions au plomb dans l'Union européenne. Et donc cette proposition de loi a été ensuite suivie d'une commission qui a étudié la question avec des spécialistes, des scientifiques qui sont venus vérifier qu'effectivement c'était pas n'importe quoi, et que oui, le plomb c'est effectivement un problème, à la fois pour les écosystèmes, pour les oiseaux donc qu'on essaie de tuer avec, mais aussi pour tout ce qui est écosystème aquatique, évidemment les environnements aquatiques. Quand vous avez une pollution au plomb, c'est extrêmement délétère, et c'est aussi dangereux pour les pêcheurs, évidemment, et pour les chasseurs qui peuvent aussi s'empoisonner avec les munitions au plomb. Et donc la commission d'enquête a déterminé que c'était effectivement un problème, et donc le projet de loi va être passé devant la commission, devant le Parlement européen pour être voté très bientôt. Donc ça veut dire qu'on est déjà, il ne reste plus qu'une étape avant que ce soit voté, et ça c'est une très très bonne nouvelle, en espérant que ça passe évidemment. Ok, on suivra ça. Est-ce qu'il y a déjà une date justement pour fixer la fin de cette réflexion ? Malheureusement, la réflexion est terminée, mais pour le vote, pas encore. Ok, d'accord. On suivra ça dans le courrier de la Stern. Sophie, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter, ou l'on passe à notre guerre terrible entre nous? Juste, je voulais rappeler à tout le monde que c'était la journée de la Terre il y a pas si longtemps. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux quelque chose que j'ai beaucoup aimé et que je pense qu'on pourrait
qu'on pourrait adopter tout un chacun au jour le jour, c'est-à-dire que la journée de la Terre, c'est pas une seule journée par an, ça peut être tous les jours, si on essaie de faire un peu attention à l'environnement autour de nous. Et je vous encourage fortement à faire de même. C'est comme la journée du droit des femmes. Pourquoi une journée ? Bonne question. Ouais, c'est pour y penser, c'est déjà pas si mal, mais bon. Ouah, si on peut y penser tous les jours, ce serait très bien aussi, Sophie. Voilà. Ceci ferme la parenthèse de la rétro piou-piou. On part désormais découvrir qui fait le plus peur aux oiseaux entre les hommes et les femmes, juste après ça. Alors Sophie, c'est qui le plus dangereux entre les hommes et les femmes ? Qu'est-ce que toi tu penserais de cette question ? Je pense qu'en fait c'est pas vraiment un problème de... Je dirais c'est plus un problème de personnalité peut-être, avec la manière dont t'approches l'animal plutôt que de sexe. Après peut-être que je me trompe. Alors, du coup... Federico Morelli et son équipe ont publié en fin d'année dernière dans British Ecological Society une étude qui avait pour objectif de revenir sur cette question. Et pour parvenir à éluder cette question, les chercheurs ont mesuré pour une grande collection d'espèces évidemment qui ne sont pas pris dans des eaux et qui sont relâchés dans la nature, des espèces sauvages bien sûr. Ils ont mesuré ce qu'on appelle la Flight Initiation Distance, ou la distance initiale de vol. Personnellement, je le traduirais plus par distance de fuite, à savoir la distance à laquelle maximale l'oiseau décide de s'enfuir. Oui. Et donc plus la distance de fuite est importante, plus l'oiseau est craintif et inversement. Un exemple simple, vous avez sans doute des corneilles dans vos champs ou si vous habitez en campagne, vous voyez que les corvidés s'envolent très 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 loin de vous, tandis que d'autres oiseaux comme le rouge-gorge familier, eux se rapprochent beaucoup plus facilement. Et typiquement c'est ça que les chercheurs ont décidé de mesurer. Plus l'oiseau se rapproche de son référentiel, donc ici la personne en question, et moins l'oiseau est considéré craintif. Alors, on a mené cette expérience de distance de fuite dans 5 pays de l'Union européenne. On a testé ça en Espagne, on a testé ça en Allemagne, on a testé ça en République tchèque, en Pologne et en France. Et à chaque fois, on l'a fait dans des villes précises, qui furent respectivement, dans l'ordre des pays que j'ai cités, Madrid, Freising dans le sud de l'Allemagne, Prague et Poznan. Mais il y a une particularité, Sophie, puisque j'ai parlé de la France. Cocorico, la France est une exception. Puisque ce n'est pas une seule ville qui ont été choisies, mais 3. On est dans le sud de la France, et donc des chercheurs se sont rendus à Fréjus, à Saint-Raphaël, et à Draguignan, pour pouvoir mener également cette étude. L'objectif, c'était de choisir des villes qui, comparativement en termes de taille, sont à peu près identiques. Et on est sur aussi des populations qui essaient quelque part, intramuros bien sûr, d'être quasiment les mêmes. Donc la distance de fuite, elle a été mesurée lors de la saison de reproduction des oiseaux entre avril et juillet 2023. 4 heures après le lever du soleil, il y a beaucoup de conditions dans cette étude. Souvent en semaine. Lors de conditions climatiques calmes et avec un vent très faible, et quand je dis avec un vent très faible, c'est qu'ils ont même parlé de l'échelle de Beaufort, c'est pour te dire. Dans chaque ville, 2 personnes, une femme et un homme collectaient des données sur le site, c'était 8 personnes en tout, et c'était des ornithologues expérimentés. Évidemment, pour identifier les oiseaux, on a pris des gens qui connaissaient le sujet. Pour éliminer le plus de paramètres pouvant perturber le traitement des données, les personnes choisies étaient habillées de la même manière. Elles faisaient à peu près la même taille et le même poids. Alors la taille, elle est supérieure de 5,5 cm pour les hommes et le poids est de 7,3 kg en plus. Mais grosso modo, on a essayé quand même de trouver des échantillons qui sont comparativement les mêmes à chaque fois qu'on a testé des échantillons dans une même ville. Et on a même été jusqu'à recouvrir les cheveux des femmes si jamais ils étaient trop longs.
pour éviter justement que les oiseaux puissent quelque part différencier la longueur des cheveux et considèrent effectivement qu'ils sont devant une femme plutôt qu'un homme. Ok. L'inverse est aussi possible, mais là pour le coup, dans l'étude, ça parlait surtout des femmes qui avaient les cheveux longs. Donc 37 espèces d'oiseaux ont été observées lors des 10 observations menées dans les 5 pays. Donc on a des oiseaux assez communs, le merle noir, la pie bavarde, mais on a aussi des oiseaux un petit peu plus surprenants. On a du rossignol philomèle, on a de la grive litorne, et c'est des oiseaux qui ont une distance de fuite assez proche. Alors, tout dépend évidemment de l'individu. Sophie, tu en parlais effectivement, et on peut adresser le fait que les oiseaux ont certainement une personnalité et font en sorte que certains s'approchent plus facilement d'un observateur ou un autre. Typiquement, pour le merle noir, on avait un oiseau qui avait été mesuré à 70 cm de l'observateur et une distance maximum de fuite qui était de 57 mètres pour un autre oiseau. Ce qui est donc énorme si on veut faire évidemment le comparatif des deux. Donc il y a une moyenne évidemment qui a été calculée et typiquement pour le merle noir, on est aux alentours de 6 mètres de distance. Typiquement pour d'autres oiseaux, il y a des exemples un petit peu originaux comme par exemple les tourneaux sansonnets, on est à une distance d'11 mètres 20, mine de rien. C'est un oiseau qui visiblement, dans les 5 villes qui ont été testées, c'est un oiseau qui ne se laisse pas forcément très approcher. Pareil pour le pic vert, la distance moyenne est d'environ 16 mètres 20. Mais on a des individus qui se sont rapprochés à 2 mètres environ des observateurs. Alors, il y a évidemment un nombre d'observations qui a été réalisé. Typiquement, on a des oiseaux qui reviennent très souvent. J'ai dit que le merle noir revenait très souvent, 362 observations de merle noir. Et à l'inverse, on a des oiseaux qui reviennent assez peu, comme par exemple le rouge-queue à front blanc. On n'a que 13 occurrences dans l'étude pour le rouge-queue à front blanc, pour justement réaliser tout ça. Alors, on peut se dire maintenant, ok, on va voir les résultats. Eh ben, il y a une sensation lorsque les résultats ont été rassemblés, Sophie, c'est qu'ils ont remarqué que les oiseaux avaient une distance de fuite un tout petit peu plus longue quand ils faisaient face soit à un homme, soit à une femme. La marge de fuite, elle n'était pas énorme, mais elle était systématique dans toutes les villes et dans l'intégralité en fait des tests qui avaient été réalisés en fonction des individus qu'on avait croisés. À ton avis, Sophie, la distance de fuite, elle est plus importante chez les oiseaux pour les hommes ou pour les femmes? Bonne question. C'est une bonne question. J'imagine pour les femmes, peut-être? Eh bah ouais. Elle est effectivement un tout petit peu plus longue pour les femmes. Les oiseaux s'approchent moins des femmes, 8,50 m en moyenne, alors qu'ils s'approchent à environ 7,50 m pour les hommes. Et les chercheurs ont été très surpris de ce résultat. Et d'ailleurs, même dans une des communications, ils disaient « Ah mais on ne comprend pas, on est désolé que ce résultat soit comme ça !» Mais en tout cas, les tests s'avèrent effectivement plus fatalistes pour les femmes que pour les hommes. Alors pourquoi ? Parce que maintenant, il y a pour objectif de déterminer le pourquoi du comment. Eh ben, on ne sait pas très bien. On a beaucoup de paramètres humains qui ont été contrôlés. Comme je l'ai dit, on a été jusqu'à cacher les cheveux des femmes s'ils étaient trop longs. Donc, les chercheurs hypothèsent plusieurs choses. La possibilité de subtils mouvements qui ont pu faire peur aux oiseaux ou des traits encore plus subtils que les oiseaux pourraient distinguer, notamment sur les visages des personnes, etc. Mais la surprise, elle fut quand même un peu particulière parce que si on retrace quelque part le socle sociologique et historique traditionnel, on s'attendrait à trouver des oiseaux fuyant plus facilement devant les hommes, ces derniers étant plus susceptibles de les chasser, de les capturer et de les tuer. Et donc, les chercheurs de cette étude pensent qu'il y a peut-être un caractère héréditaire de la réponse, et c'est un caractère qu'on avait déjà discuté, Sophie, non pas avec des humains, mais avec un oiseau. C'était un geai, une espèce de geai qui était sur une île des Caraïbes, je crois, et cet oiseau avait disparu pendant 100 ans. Et lorsqu'on l'avait réintroduit,
eh bien les oiseaux se souvenaient que c'était un prédateur et le considéraient comme tel, alors que ça faisait un siècle que l'oiseau n'avait pas été vu. Et donc c'est une possibilité, effectivement, un caractère héréditaire de cette réponse. Ou alors, autre hypothèse toujours dans le paradigme socioculturel, la division du travail entre les sexes pouvait ne pas être totalement établie dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs d'autrefois, même si cette hypothèse est vraiment soumise à controverse sur la possibilité des femmes chasseuses. Si vous êtes spécialiste, dites-nous en plus, mais en tout cas dans l'étude ils disent que c'est quelque chose qui est soumis à controverse. Mais l'idée est que les femmes chasseraient des plus petites proies que les hommes, et donc que les oiseaux étaient plus chassés par les femmes que par les hommes. Bah, c'est aussi l'hypothèse qui est amenée. Et puis il y a une dernière hypothèse, et celle-là pour le coup elle est très actuelle, c'est un lien avec la réponse olfactive des oiseaux, Sophie, et notamment la relation proie-prédateur. Il y a plusieurs études qui ont déjà accrédité cette hypothèse, et chez des oiseaux présents dans l'étude comme la mésange charbonnière justement, je ne l'ai pas cité, mais la mésange charbonnière comme la mésange bleue font partie de l'étude, qui étaient capables de détecter un prédateur par sa présence olfactive, même si c'était pas systématique, et là faut encore comprendre pourquoi. Bref, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, même si les chercheurs sur cette réponse olfactive pensent que c'est assez peu probable parce que les oiseaux n'ont pas été tenus en main par les observateurs, et donc il n'y a pas eu un relâché de phéromones assez suffisant pour que les oiseaux développent une réponse, on va dire, une réponse efficace justement à la manipulation. Donc voilà, pour cette étude, Sophie, sache que tu fais peut-être un tout petit peu plus peur aux oiseaux que moi. Voilà. Bah écoute, c'est pas... Non, mais j'aime bien l'hypothèse Je le prends bien, mais de tant la mieux, chasse. ça me va. J'aime bien l'hypothèse de la chasse parce qu'il y a pas mal de... Enfin, comme tu dis, c'est controversé, mais de ce que j'avais lu récemment, c'est que c'était de moins en moins controversé et qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui pointent vers le fait que les femmes aient fait beaucoup de ce qu'on appellerait de la cueillette, mais tu peux aussi bien cueillir une tortue sur le sol, ça reste de la chasse, même si c'est considéré peut-être par nous actuellement comme moins intéressant que la chasse au gros gibier. Bah, c'est quand même ce qui va finalement ramener le plus de viande et le plus facilement, parce que la chasse au gros gibier, ça se fait pas facilement. Et ça ramène pas grand chose, pas tous les jours, pas tout le temps. Donc, finalement, oui, le rôle de la femme dans ce genre de choses aurait été très important. Et puis les enfants, faut voir aussi dans les anciennes cultures, je pense à l'époque romaine, mais il y en a certainement eu d'autres où les enfants utilisaient aussi que ce soit des frondes ou des petites armes de lancer comme ça pour aller chasser du petit gibier. Donc certainement des personnes qui étaient plus menues, plus petites, plus fines que des hommes qui allaient les chasser, quels qu'ils soient. Ça aurait pu marcher aussi. Bon, ça m'étonne pas trop du coup. Et je me demande s'ils ils ont pas pensé au sens de l'ouïe aussi. Non, c'est quelque chose qui revient pas dans l'étude pour l'ouïe. Donc du coup... Mais pour moi, il y a beaucoup de paramètres qui n'ont pas été testés sur cette étude. Typiquement, il y a très peu d'informations sur comment se tenaient les observateurs. On ne sait pas s'ils étaient assis, s'ils étaient debout ou autre. Donc ça, c'est un paramètre pour moi à prendre en considération. Je suis désolé, mais le fait qu'on ait 3 villes qui soient testées en France, pour moi, peut biaiser les résultats. Alors oui, effectivement, ils ont essayé de faire en sorte que la taille des villes soit à peu près correspondante, comme je l'ai dit, aux autres qui sont cités dans l'étude. Mais on se retrouve quand même avec 3 villes contre une. Et pour moi, ça peut fausser aussi l'expertise de l'étude. Enfin, pour moi, il y a pas mal de biais quand même dans cette réflexion. Oui. Le fait qu'on ait des effectifs qui soient très variables, mais ça, c'est pas dépendant malheureusement des auteurs de l'étude. C'est dépendant des oiseaux d'une certaine manière. Donc peut-être que si tu as beaucoup plus de merle noir
ou peut-être que si tu as plus de moineaux domestiques, qui est aussi un oiseau très présent, mais le moineau domestique, lui, il apparaît que dans 142 observations. Je rappelle que pour le merle noir, c'est 362. Typiquement, si on teste le moineau domestique, peut-être qu'on va avoir une réponse différente. Si l'oiseau était, comment dire, en plus grand nombre que dans l'étude. Donc, c'est une étude qui est assez intéressante, mais je trouve qu'elle a quand même beaucoup de biais, mine de rien. Même si la conclusion est assez intrigante par rapport justement à cette distance de fuite, qui est d'ailleurs pour la République tchèque vraiment quasiment égalitaire. Mais vraiment, on est à quelques dizaines de... Je pense quelques dizaines de centimètres au maximum. Là où vraiment, pour les autres villes citées, on est vraiment sur des comment dire, des résultats qui sont beaucoup plus significatifs. Il y aura la figure numéro 3 dans l'étude, elle est en open access, on vous la laissera bien sûr dans la description. Vous verrez effectivement que pour Prague, on est sur quelque chose de beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus confondant dans les résultats que pour les autres villes. Mais la question que je me pose quand même, parce que du coup ils ont pris qu'un seul observateur féminin, un seul observateur masculin par ville. Non. Oui, par ville. Mais ça fait pas beaucoup comme dataset. Et pourquoi est-ce qu'ils ont pas pris plusieurs ornithologues femmes, plusieurs ornithologues hommes par ville en fait ? Ça, je sais pas du tout. Parce que là, un seul, c'est pas beaucoup. Alors, peut-être que c'est expliqué dans l'étude, Sophie, mais ça fait une semaine qu'on doit enregistrer cet épisode, et j'avoue que je ne me rappelle pas de tous les détails. Oh. Mais peut-être, mais il me semble que plusieurs personnes sont allées dans plusieurs villes. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est expliqué dans l'étude. Faudra relire, évidemment. Mais il me semble que c'est plusieurs personnes qui sont allées dans plusieurs villes. Pour le coup, il n'y a pas une seule personne qui est allée dans une seule ville. Donc, après, oui, pourquoi avoir pris, comment dire, les mêmes... est-ce que d'autres observateurs auraient changé quelque chose ? Peut-être pas prendre des ornithologues aussi. Peut-être que c'est peut-être l'ornithologue le problème. C'est peut-être l'ornithologue le problème. Non, mais je trouve que ça fait pas beaucoup de diversité dans les observateurs. C'est ça qui m'ennuie en fait. Ah ouais. Bon, après, intéressant. Je suis d'accord avec toi. Puis après, au niveau de la voix, j'ai souvent... Enfin, moi après, j'ai souvent remarqué, mais les gens qui ont une voix assez stridente, qui sont généralement des femmes au final, qui ont une voix beaucoup plus aiguë que les hommes, les animaux ont tendance à les fuir, parce que c'est désagréable, j'imagine. Et puis, c'est plus... peut-être un peu plus violent au niveau de l'ouïe. Alors que les gens qui ont une voix beaucoup plus calme, beaucoup plus posée, beaucoup plus basse, en fait, généralement, ça passe mieux. Ok. Il y a peut-être ça à prendre en compte aussi. Ah, peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'était une étude assez intéressante. Mais comme le disent les chercheurs, il y a beaucoup de choses qui méritent d'être évoquées par la suite dans de prochaines études. Donc, les résultats ne sont pas but en blanc, d'une certaine manière. Là, on expose évidemment les résultats de l'étude, mais comme on vous l'a dit avec Sophie, il y a quand même pas mal de choses qui nous font tiquer, qui nous font dire que l'étude aurait pu peut-être être un peu mieux pensée, mais après, il y a la réalité du terrain, et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Beaucoup plus compliqué à mettre. Ouais, totalement. Donc voilà, Sophie, pour mon sujet. Voilà. Merci. On va parler de vautours désormais, Sophie, ce sera dans la deuxième... Vautour ? Non, rapace. Pas forcément. Pas vautour. Bon, on va parler de rapace en tout cas dans la seconde partie de l'émission. Donc pas de vautour. Mais qui aussi, est donc ce rapace si... Pas que. Eh bien, pas que. Bon. Alors aujourd'hui, je vous emmène en Afrique du Sud. Ça tombe bien, c'est là où je suis. et en Afrique du Sud, on va s'intéresser au voyage d'une dame qui s'appelle Ronelle Visachi, qui du coup est une observatrice qui a travaillé pour un programme qui s'intéressait donc aux rapaces sud-africains, donc à la fois les rapaces diurnes, que ce soit les aigles, les faucons, bref ce genre de choses, mais aussi les vautours, donc principalement les rapaces diurnes, pas les rapaces nocturnes.
Et pourquoi ? Parce qu'en fait, elle s'est baladée en voiture entre 2009 et 2025, un petit peu partout sur le territoire sud-africain, parce que bon, elle avait des études à faire à droite et à gauche, et tout en se baladant en voiture et en sillonnant les routes sud-africaines, eh ben, elle a aussi noté toutes ces observations de rapaces qu'elle voyait sur le bord des routes. Et donc c'est pas de 2009 à 2025, ça vous fait quand même 16 ans de sillonnage en voiture de route sur le continent africain et plus principalement en Afrique du Sud. Donc ça fait quand même pas mal de temps passé sur les routes. Ça vous fait à peu près 400 000 km la distance qu'elle a parcourue en voiture, donc ça fait beaucoup. Et donc c'est à peu près la distance entre la Terre et la Lune en quelque sorte. Ça fait beaucoup. Et bagatelle pour une Stern Arctic. C'est pas mal. Bagatelle. Et donc, et elle a principalement traversé l'Afrique du Sud, donc le centre de l'Afrique du Sud, qui va être la partie la plus sauvage de l'Afrique du Sud en quelque sorte. Donc c'est là où on va avoir l'occasion de voir le plus d'animaux intéressants, et notamment du rapace et du rapace diurne. Alors, ce qu'elle a fait, donc, elle a compté tous les rapaces qu'elle voyait, et en Afrique du Sud, il y en a pas mal du rapace diurne. On a évidemment les vautours, que tu connais, dont on a parlé pas mal de fois. On a au moins 4 espèces de vautours quand même en Afrique du Sud, qui sont et il y a résidents. Netflix qui est de retour, non ? Pardon ? Est-ce que Netflix est de retour ? Pas encore. Pas encore. On attend notre couple habituel se fait désirer cette année, donc on les attend un petit peu. On espère qu'ils vont revenir. Malheureusement, ça leur arrive de sauter des années de temps en temps. On verra. On verra pour les gypaètes. Bon voilà, on a des vautours résidents en Afrique du Sud, mais on a aussi plein d'oiseaux intéressants, comme par exemple le fameux serpentaire, que vous connaissez très bien pour ses longues pattes, et pour son espèce de crête au-dessus de la tête, ce fameux oiseau, ce rapace qui va manger donc des serpents, et qui a une technique de chasse très particulière, parce qu'il leur tape dessus avec ses longues pattes pour les assommer avant d'ensuite les consommer. Et donc, elle a répertorié tous ces oiseaux-là le long de ses trajets pendant 16 ans, et grâce à ça, maintenant, on a de formidables stats pour voir l'avancement, en fait, des populations d'oiseaux de proie sur ces 16 ans, savoir si c'est en déclin ou si, au contraire, ils sont en augmentation. Et ben malheureusement, le constat ne se fait pas attendre. 50% des espèces qu'elle a observées sont en déclin, avec seulement 12% des espèces qu'elle a observées qui, elles, ont par contre réussi à augmenter leurs effectifs. C'est pas beaucoup, et le reste des espèces donc qu'elle a observées, ce qui est 38% à peu près, n'ont pas montré de changement particulier, mais ça fait quand même pas beaucoup d'espèces qui vont rester qui vont rester à peu près similaires à ce que c'était précédemment. 50% des espèces en déclin, ça fait énorme. Sachant qu'elle a observé principalement, alors ils ont gardé les espèces qu'elle a observées principalement, ce qui fait 26 espèces de rapaces en tout qu'elle a observées au cours de ses voyages. Ceux qu'elle a pas vus souvent n'ont pas été considérés dans l'étude. Donc ça fait 13 de ces 26 espèces qui étaient en déclin sur ces 16 ans. Et malheureusement, c'est pas juste un petit déclin, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'espèces qui déclinent de plus de 50% sur leur nombre, comparé à ce qu'il y avait il y a 16 ans. Ce qui, malheureusement, est beaucoup. Et le problème, c'est que non seulement c'est les espèces sud-africaines qui vont décliner, mais c'est aussi des espèces migratrices qui vont décliner. Alors vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des espèces qui vont migrer de l'Europe jusqu'à l'Afrique, et qui après repartent donc de l'Afrique jusqu'à l'Europe lorsque le temps devient plus clément, pardon. Et donc notamment tout ce qui est, alors au niveau des rapaces, on va avoir les milans par exemple qui vont migrer, qui vont venir en Afrique passer l'hiver et qui repartent après pour le printemps en Europe. Enfin bref, on a ce genre d'oiseaux qui migrent. Et malheureusement, il y a déjà beaucoup de déclin lors de la migration chez ces oiseaux-là, parce que la migration, c'est pas facile, c'est une grosse dépense énergétique.
Ça dépend de beaucoup de paramètres. Et si en plus on a un déclin sur place de ces populations, ça va pas arranger les choses. Et donc on se rend compte que malheureusement ces populations-là déclinent de plus en plus et qu'on a de moins en moins de ces oiseaux qui arrivent en Afrique et qui restent sur le continent qui survivent et avant de repartir ensuite en Europe. Bon, c'est pas la seule étude qui a trouvé ce genre de choses, il y a pas mal d'études récemment qui se rendent compte qu'il y a un gros déclin chez les oiseaux de proie, c'est pas nouveau, c'est pas récent. Malheureusement, c'est la première fois en Afrique du Sud où on le voit marqué, noté de manière vraiment, vraiment importante. Et le problème, c'est qu'on a aussi des oiseaux qui sont très spécifiques à l'Afrique du Sud, donc comme le serpentaire par exemple, qui vont aussi être en grand déclin. Et pas seulement, on a des oiseaux comme l'aigle de Verreau, qui sont assez emblématiques de la région. Alors l'aigle de Verreau, c'est un aigle qui est tout noir avec un espèce de V blanc dans le dos. C'est très joli comme animal, mais malheureusement c'est particulièrement en déclin. Donc c'est des oiseaux qui ont vu la moitié de leurs effectifs partir lors de ces 16 ans. Et ça, c'est un constat qu'on a fait avec d'autres études déjà, donc ça vient juste confirmer ce qu'on sait déjà malheureusement. Donc c'est un peu triste. Ce qu'on va essayer de faire dans les prochaines années ici, évidemment, c'est plus de protection pour ces espèces-là, essayer de trouver des moyens de limiter l'impact déjà de l'humain sur ces oiseaux-là, parce que généralement c'est le problème de l'humain qui vient, comme d'habitude, faire baisser le nombre de ces oiseaux dans la nature, alors que ce soit par la pollution, enfin les rapaces c'est un peu moins la pollution, mais ça va plus être les lignes électriques par exemple, ce genre de choses qui sont très très courantes en Afrique. Il y a des grandes lignes électriques à haute tension qui passent de droite à gauche sur le continent, et les vautours ils sont particulièrement sensibles par exemple. Généralement on retrouve des oiseaux avec des ailes brûlées en bas des lignes électriques parce qu'ils ne les ont pas vues et qu'ils se sont pris la ligne de plein fouet, et que quand t'as 2 ailes qui touchent 2 fils différents, ça finit avec un vautour grillé. Et après on a aussi tout ce qui est empoisonnement, enfin bref, ce genre de problèmes qui peuvent aussi arriver pour tous les rapaces. Sachant que aussi, comme on a beaucoup des populations de petits mammifères ou d'autres proies qui vont décliner, ça veut dire que leurs prédateurs vont aussi décliner et ne va pas pouvoir survivre parce qu'ils vont pas pouvoir trouver leur nourriture tout simplement. Sans compter que en Afrique, on attend, et c'est ce qui commence déjà à se produire, on attend une hausse de la quantité de population sur le continent africain dans les 3 prochaines décennies. Alors on a des projections font que à peu c'est des projections, hein. Après évidemment on peut les interpréter comme on veut, mais en gros on suppose que la population du continent africain va doubler, voire tripler dans les 30 prochaines années, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup moins d'espace naturel et qu'il y aura beaucoup plus de routes et qu'il y aura beaucoup plus de problèmes pour ces espèces qui sont déjà qui voient leurs effectifs déjà diminuer. Donc ça va encore ça va encore empirer les choses. Donc malheureusement le constat est fait, et maintenant ce qui reste à savoir c'est comment est-ce qu'on va essayer d'empêcher un déclin prématuré de toutes ces espèces-là. Essayer peut-être de récupérer des espaces naturels pour elles, je ne sais pas, enfin bref, la question est ouverte. Malheureusement, pour l'instant, l'avenir ne s'annonce pas radieux pour ces espèces-là. Voilà. Mais il y avait il y avait eu un je sais plus si c'est une réserve naturelle qui avait été achetée en Afrique du Sud. On avait parlé l'année dernière dans la rétro. D'ailleurs, j'avais mal prononcé le nom. Tu m'avais dit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Que mais ouais, c'était un consortium de comment dire d'ornithologues, de naturalistes, de personnes à conservation qui avaient acheté justement des espaces naturels. Je sais plus, est-ce que ça peut être envisagé par exemple comme alternative visant à limiter justement la disparition de ces oiseaux, et pas que d'ailleurs. Oui, le problème c'est que les rapaces sont généralement en des aires de répartition qui sont assez grandes. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand tu as un couple de rapaces sur un grand terrain, tu pourras pas forcément en avoir plus. Le territoire après est très lié à la quantité de nourriture que ces oiseaux vont trouver dans leur territoire, évidemment. À la taille du rapace aussi, hein, c'est sûr, parce qu'un grand rapace, généralement, a un territoire un poil plus grand. Mais c'est aussi lié aux ressources qui peuvent se trouver dans le territoire. Un poil, une plume, ce que tu veux.
Un gros poil alors. Un gros poil. Mais bref, c'est compliqué, c'est pour ça que c'est assez délicat, et que généralement pour ce genre d'oiseaux qui ont des territoires très étendus, on privilégie la cohabitation avec l'homme d'une certaine manière, en posant peut-être des nichoirs, des plateformes pour nidifier, par exemple, ce genre de choses, en les aidant d'une autre manière peut-être, en proposant aux vautours. Alors ça, c'est ce qui se fait déjà en Afrique du Sud, il y en a pas mal qui sont ouverts, c'est des restaurants pour vautours, comme en France d'ailleurs, il y en a, où on leur propose des carcasses, et ils peuvent venir se nourrir grâce à ça. Ça permet de pallier au manque qu'ils peuvent avoir dans leur environnement naturel, et donc à créer des colonies qui vont rester à un endroit proche d'un site de nourrissage, pour conserver ces animaux dans des réserves naturelles. Donc ces sites généralement de nourrissage sont faits au milieu de réserves naturelles pour être bien sûr que ces oiseaux-là restent dans ces endroits-là pour pas qu'ils aillent autre part où ils pourraient se faire tirer dessus, hein, tout simplement. Ça arrive pour les vautours très fréquemment. Donc il y a des mesures qui sont déjà en place, mais je pense, à mon humble avis, que c'est pas suffisant vu qu'on a toujours ce déclin. Il va falloir trouver d'autres méthodes. Voilà. Est-ce que ça peut passer par l'éducation à la population ? Bien sûr. En avait parlé dans de précédents épisodes, on parlait des vautours notamment, mais pour les autres rapaces, est-ce que c'est aussi quelque chose qui est envisagé, même si ce sont des oiseaux qui sont peut-être moins attachés à des populations autochtones ? Bien sûr, c'est des choses qui sont très envisagées. Par exemple, au jardin botanique de Johannesburg, on a un couple résident d'aigles de Verreau, donc les aigles noirs. Et tous les ans, ils reviennent nicher sur une plateforme qui est finalement très très visible du jardin botanique. C'est juste à côté d'une cascade que les gens aiment bien aller voir. Et régulièrement, généralement tous les week-ends, il y a toujours des ornithologues amateurs qui sont là avec leurs jumelles, leurs longues vues, et qui proposent aux gens qui sont pas très loin, c'est un petit club d'ornithologie, de venir observer les oiseaux grâce aux jumelles et à la longue vue, et donc ils font en quelque sorte de l'éducation grâce à ça. On a aussi pas mal d'organismes qui font de l'éducation sur les chouettes et les hiboux. Alors ça, c'est pas du rapace diurne, c'est du rapace nocturne plus, mais pour essayer de pallier aux problèmes de croyance, parce que beaucoup de ces rapaces nocturnes sont considérés être des mauvais présages s'ils se posent sur ton toit, ça veut dire qu'un des membres de ta famille va mourir. En gros. Ça ne change pas finalement de l'Europe. Hein. Exactement. C'est fou. Hein. Exactement. Donc il y a beaucoup d'initiatives comme ça qui sont créées pour justement pallier à ces problèmes et qui commencent à porter leurs fruits. Mais le problème de l'éducation, c'est que ça met longtemps à apporter ses fruits. C'est pas demain que ça va fonctionner. Donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme. On pourra peut-être récolter les fruits de ce qu'on fait aujourd'hui dans une quinzaine d'années avec un peu de chance. Mais je pense que ces oiseaux et ces espèces-là, vu la rapidité du déclin, plus de 50% des effectifs en un peu plus d'une quinzaine d'années, c'est très très rapide. Donc il va peut-être falloir mettre en place des mesures qui soient un poil plus, ou une plume plus, si tu veux, efficaces que juste de l'éducation. Ça viendra en support, si tu veux, mais il faudra peut-être quelque chose d'un poil plus intéressant, d'un poil plus efficace tout de suite. Alors j'ai une dernière question, Sophie, et pour le coup je vais me faire un peu l'avocat du diable, puisque tu parlais de cette dame du coup qui a sillonné une partie de l'Afrique du Sud sur ces, tu m'as dit 17 dernières années, c'est ça ? 16 dernières années, ouais. 16. Est-ce que ces résultats peuvent avoir des biais ? Est-ce que par exemple elle a une bonne connaissance de la culture ornitho ? Est-ce qu'elle est à chaque fois passée aux mêmes endroits ? Parce que tu as été un petit peu vague et j'aimerais que tu rentres un peu plus dans le détail. Bien sûr. Alors oui, je t'ai dit qu'elle est principalement sillonnée plus ou moins la partie centrale de l'Afrique du Sud, qui est donc la partie la plus sauvage. Elle y était pour faire des études. Alors elle est liée à un organisme qui s'appelle EWT, Endangered Wildlife Trust, qui est donc l'un des organismes de protection de la nature les plus importants en Afrique du Sud, tout simplement, qui a beaucoup de programmes de conservation et qui emploie donc des personnels qualifiés. Et en l'occurrence, elle était ornithologue. Donc elle connaît les espèces, elle sait les reconnaître, si tu veux, ça lui pose pas de problème normalement. Oui, c'est pas les frères Reiser dans leur documentaire, quoi. Voilà, pas du tout. Pas du tout. Donc, ouais. Donc là, déjà, le biais de connaissance, normalement, devrait pas être un souci. Après, effectivement, en fonction des missions et en fonction des endroits où elle allait, elle a pu ne pas passer exactement aux mêmes endroits, mais
L'Afrique du Sud, il y a ce qu'on appelle le désert du Karoo qui est en fait qui occupe le cœur du pays en quelque sorte, c'est la partie centrale et c'est vraiment l'endroit où elle était le plus souvent. Donc en fait c'est des grandes étendues assez désertiques où il y a pas grand monde parce que y a pas grand chose à cultiver, il y a pas grand chose à faire et il y a beaucoup d'espèces sauvages et c'est là-dedans qu'elle était. Donc je pense que normalement il y a pas eu trop de biais à mon avis, vu que c'est quand même des zones qui sont assez vierges normalement. Bon, il faudrait voir plus en détail, j'ai pas exactement tous les chiffres, j'ai les rapports, mais j'ai pas tous les détails exactement. Ça c'est un article qui a été publié donc par les chercheurs eux-mêmes qui ont fait la publication, ils en ont fait ensuite une explication dans un journal qui s'appelle The Conversation. Qui est écrit par des scientifiques, mais pour vulgariser leur propre science, ce qui est du coup très très bien, parce qu'ils expliquent bien dedans comment ça s'est passé. Et vous avez le lien direct vers la publication aussi à partir de ça, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus. Et il me semble qu'elle est en open access. À voir. Faut que je vérifie ça. Et on vous recommande The Conversation d'une certaine manière, hein, c'est très très bien fait. C'est en français aussi, il n'y a pas que des papiers en anglais, il y a aussi des papiers en français. Et je crois qu'il y a même des traductions de l'anglais au français. Donc oui. Vraiment, c'est très très bien ce qui est fait par The Conversation. Et à titre personnel, j'ai déjà utilisé le site pour plusieurs épisodes. Donc voilà. C'est seal of approval, courrier de la Stern. Et bah écoute, si tu approuves, ma foi, c'est très bien. Ah mais c'est toi qui as le dernier mot sur le seau. C'est toi la scientifique de nous deux. C'est un très bon site, normalement. Normalement, c'est un très bon site. Après tout, c'est écrit par des scientifiques directement. Donc on n'est pas à l'abri de certaines dingueries. Oui, toi-même tu sais. Mais ça va. Ça a l'air d'être une étude sérieuse. Bon, de ce que j'ai pu en voir en tous les cas. Après, j'ai pas discuté directement avec les scientifiques eux-mêmes, mais ça a l'air d'être sérieux. C'est fait notamment par un professeur associé à l'université de Cape Town en ornithologie africaine, professeur Fitzpatrick, et une biologiste de l'université de Cape Town, et un chercheur qui les a aidés, qui était du Muséum national de sciences naturelles, alors qui vient, il me semble, du Portugal. Je sais plus exactement. Oui, parce que si on pense au même Fitzpatrick, oui, c'est je pense plutôt solide. Exactement. Parce que lui intervient beaucoup autour justement. Alors je pense qu'on parle du même, autour de la conservation. Et c'est. Ah non, c'est le Non, il vient du Fitzpatrick Institute of African Ornithology. Ah d'accord. Ouais. Je pensais à un ornithologue qui s'appelait Fitzpatrick. Non, lui il s'appelle Amar. Arjun Amar. D'accord, ok. Ça marche. Bon bah ça m'a fait plaisir de te poser les questions Sophie, parce que ça a été un très bon entraînement pour l'épisode de la semaine prochaine. Parce que Sophie, on ne se verra pas la semaine prochaine. Oh non. Et pour cause, vous verrez pourquoi on ne se voit pas. Mais voilà, il y aura quelque chose d'un petit peu particulier. C'est la première fois qu'on tente ce genre de choses dans le courrier de la Stern. Alors ce sera pas un truc faramineux non plus, on va pas se mettre à faire un long métrage. C'est pas le but, non, on va rester quand même sur du podcast, on va rester toujours dans le domaine des oiseaux, mais on va avoir l'occasion de recevoir 2 invités particulières qui vont nous parler d'oiseaux. Et toi malheureusement Sophie, comme tu habites en Afrique du Sud, eh bien c'est compliqué pour toi de venir en France. Donc c'est pour ça que malheureusement Sophie va nous abandonner pour le prochain épisode, mais on te retrouvera Sophie la semaine d'après, avec grand plaisir, pour un nouvel épisode du courrier de la Stern. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez évidemment pas à le partager partout si jamais vous l'avez apprécié. Vous pouvez retrouver les anciens épisodes en podcast bien sûr, sur YouTube évidemment. Les questions c'est également sur YouTube si vous en avez. Et puis comme on l'a dit, toutes les sources qu'on utilise sont dans la description. Donc si vous voulez revenir sur certains articles, n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Merci à vous tous et à vous toutes, et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du courrier de la Stern. Et donc Sophie, à dans 2 semaines. Salut à tous, salut à toutes. À plus.